Mesdames et messieurs, j'ai un peu partagé avec vous aujourd'hui, je suis Toulonnais pour ceux qui ne le savent pas. Ouais, j'ai pas de humour cette fois-ci. J'ai 34 ans. C'est pas grave non plus, mais ça veut dire une chose, c'est que dans les années 90, je regardais un des meilleurs dessins animés qu'on ait jamais fait. Batman, The Animated Series. Je vais laisser maintenant place à monsieur Paul Renaud, très grand dessinateur, entre autres chez Marvel, qui va vous introduire notre invité. Bonjour à tous. Oui, donc moi aussi, hein, j'ai pas grandi avec les dessins animés de Bruce Timm, j'étais déjà un petit peu grand, mais ça m'a beaucoup influencé, ça m'a beaucoup plu. Et puis surtout, je ne revenais pas de voir quelque chose qui était aussi fidèle à la source, c'est-à-dire aux comics. Moi, j'ai grandi avec des dessins animés assez pourris, et c'était très rare de voir quelque chose qui était un peu digne, c'est-à-dire qui semblait s'être informé, qui semblait respecter. Il y avait toujours une espèce de condescendance dans la façon de faire, ou un dédain. C'était pas suffisamment important pour qu'ils fassent ça bien. Et en effet, ce que j'ai envie de dire, c'est que pour avoir combattu toutes ces années, pour s'être battu, pour avoir quelque chose de fidèle, quelque chose qui nous respecte tous, pour avoir été quelque part un agent infiltré, je vous demande de faire une ovation à monsieur Bruce Timm. Pour introduire le sujet, quoi de mieux qu'une petite introduction vidéo pour replacer un peu les choses dans le contexte. On va lancer une petite vidéo. Ça mérite une petite relation encore une fois. Alors j'imagine que vous aurez des questions à la fin, je me doute. Donc je compte sur vous, genre un quart d'heure avant la fin, parce que moi je serai dans le truc. Donc prévenez-moi, vous criez, c'est bientôt la fin. Et je m'arrêterai, je vous laisserai la parole, d'accord ?
Donc je vais poser des questions en français d'abord pour que vous sachiez ce que je dis, et puis les poser en anglais pour qu'ils puissent répondre spontanément en suivant, et Arnaud va traduire. Arnaud de Comics Blog d'ailleurs. Merci. Donc en fait, Bruce Timm est un dessinateur tellement connu qu'il a donné son nom à un style de dessin animé, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand on voit les images qui vont être projetées en diaporama derrière, une variété de dessins, on voit que c'est pas nécessairement son dessin naturel. Et je voudrais savoir justement à quoi il a dû réfléchir pour s'adapter et créer ce style qu'on appelle le style Bruce Timm. I was explaining that you're one of the few artists that gave your name to a style, like we say the Bruce Timm style, to that animation style. But as we can see on the background, I selected a few of your work from comics to commissions to full illustration to anime style. That style, the Bruce Timm style, is not really your natural way of drawing. What led you to build that thing? Is this on? Is this okay? It was... my style had been evolving over years because I had initially wanted to be a comic book artist, and I was trying on a bunch of different styles. And then when I worked for John Kricfalusi on the Mighty Mouse show, kind of a light bulb went off in my head about how to stylize things and kind of push the exaggeration and whatnot. And yeah. Donc mon style a beaucoup évolué parce qu'au début je voulais être un artiste de comic books et je savais pas forcément comment trouver mon style, et c'est quand j'ai commencé à bosser sur la série animée Mighty Mouse que j'ai commencé vraiment à y réfléchir et à essayer de nouvelles façons de dessiner. And so then when we did the first drawings for the Batman animated series, kind of a lot of different styles that I'd been working on kind of came together, and that kind of became my style. Et c'est quand j'ai commencé à travailler sur la série Batman que j'ai vraiment mélangé en fait différentes formes de styles que j'avais pu développer, et c'est ce mélange qui a donné ce que deviendra ensuite le style Bruce Timm. Donc ce qui est intéressant, le côté bande dessinée m'intéresse évidemment, on peut vous douter. Qu'est-ce qui a amené Bruce à s'intéresser à la bande dessinée? Quelles sont ses premières lectures? So you said you wanted to be a comic book artist. What were the comics that got you to love the medium? In my formative years, like I said, I tried to, like a lot of artists, I tried to like copy different artists' styles. That's kind of how I taught myself how to draw. Boy, the list is so long. John Buscema was like number one. Jack Kirby, Alex Toth, Harvey Kurtzman, Wally Wood, Gene Colan, which was a disaster. Trying to draw like Gene Colan. Donc comme beaucoup de lecteurs qui voulaient devenir artistes, je me suis essayé à copier beaucoup des styles des artistes du coup qui m'influençaient. Donc il y avait John Buscema, Alex Toth, Wally Wood, Jack Kirby évidemment, et Gene Colan. Et ça c'était un désastre apparemment quand ils essaient de copier. I wouldn't say that because some of the pages you did for Captain America are very Colanish, I think. Je ne suis pas forcément d'accord, vous verrez qu'il y a des pages, notamment de Captain America, pour ceux qui connaissent un petit peu Gene Colan, on voit parfaitement les influences. Est-ce que justement tu as tapé à la porte des éditeurs? Est-ce que ça s'est vraiment passé? Est-ce qu'il y a vraiment eu une confrontation à un moment donné d'un Bruce Timm qui a essayé de devenir dessinateur de comics avant de percer dans l'animation? Have you ever tried to submit your work for a comic book before you became an animator? Actually, not before I got into the animation business, no. But once I got into the animation business, when I started going to the San Diego Comic-Con, I would bring my portfolio and show it to the different comic book editors trying to get work, and it didn't really bear fruit. Alors avant que je sois dans l'animation, j'avais jamais montré quoi que ce soit, mais une fois que j'étais dans l'animation, je me trimballais avec mon portfolio dans les conventions, notamment à la San Diego Comic-Con, mais ça n'a pas porté ses fruits. Est-ce que je sais que tu as été notamment coloriste pour d'autres dessinateurs, notamment Rocketeer, mais pas seulement, en bande dessinée avant de devenir célèbre. Est-ce que cet apprentissage, ça a servi d'apprentissage pour plus tard travailler dans l'illustration, l'animation, comme on peut le voir, les images qui défilent derrière? On voit que Bruce c'est un touche à tout. I know that you've been a colorist for comics before doing anything of your own. Was it already
the guy who would happen to touch everything, like paint, draw, everything? Did you learn your craft by doing like coloring and stuff before being an artist, a full artist? I mean. Well, it's interesting. That was my first paid job in comics. Was actually doing coloring. I colored an issue of a comic called Crossfire, which was drawn by Dan Spiegel. And that came about by just like pure accident. I really had no experience doing it, so I just kind of sat down and figured out how to do it. Donc le premier, c'est marrant que tu me poses cette question parce que le premier job que j'ai eu, c'était donc de faire la colorisation sur un comics book qui s'appelait Crossfire. Et c'est arrivé totalement par accident. Je savais pas que j'allais atterrir là-dessus. And then after that, the writer of that book, Mark Evanier, was friends with Dave Stevens. And Dave needed somebody to help recolor the Rocketeer comic for the album edition, and so Mark suggested me. I'd colored one comic, but he suggested me, and then Dave saw my stuff and said, "Yeah, he would do." So it just a lot of it was just on the job training. Et ensuite, c'est le scénariste donc de Crossfire, Mark Evanier, qui a parlé de lui à Dave Stevens, qui avait besoin de quelqu'un pour remettre en couleur le comic book Rocketeer. Et il ne sait pas pourquoi, mais c'est souvent qu'il a dit il faut prendre mon style, et Dave Stevens a dit ok, on va le prendre, et c'est toujours pas comment c'est arrivé. Est-ce que c'est cette expérience de coloriste qui t'a formé à travailler avec ces fameux marqueurs que tu utilises pour faire ces couleurs fantastiques qui sont caractéristiques du style de Bruce-Timm? Is it when you develop your technique with the markers that you're like a trademark style? Okay, I guess I have to continue on with the coloring professionally for comics, because after the Rocketeer thing, I actually did get some work at First Comics, which is long gone, but I did actually color comics for about a year for First and for Malibu Comics. And that's when I actually started to develop the marker style, which, again, the more I did it, the more I figured out how to get like painterly effects with it, and it did kind of lead to my signature color style. Donc je continue sur ma première expérience de coloriste, puisque après j'ai fait de la colorisation pour First Comics, qui est un éditeur qui a disparu depuis longtemps. Et en fait c'est en faisant ces travaux de colorisation que j'ai commencé à essayer à faire des choses avec des marqueurs, et c'est par le travail, par la force des choses que ça a donné en fait le style de colorisation que j'utilise aujourd'hui. Donc maintenant j'aimerais parler un petit peu des débuts évidemment du phénomène. Je crois que tu étais en train de travailler à l'époque sur les Tiny Toons, quand évidemment la Batmania a repris de plus belle avec le film de Tim Burton. Comment en es-tu arrivé évidemment, alors la question qui tue, à laquelle il a dû répondre des milliards de fois, à choper le job d'être celui qui allait redéfinir Batman en dessin animé pour la première fois depuis les dessins animés des années 60. So, I believe you were working on Tiny Toons by the time the Tim Burton movie happened and we created Batmania for everyone to enjoy. So I know that's a question that you've been asked probably a billion times. How did you get the job of being the artist who would redefine Batman for the animation? It was a combination of, I guess, a certain amount of skill, but a lot of luck. I happened to be there at Warner Brothers. We had the Tiny Toons, first season of Tiny Toons was coming to a close, and my boss, Gene McCurdy, gathered the entire staff together and said, okay, we want to keep this going. It was the studio's first production, and they said, one of the things we're looking into doing is developing Batman into an animated cartoon. Alors c'était une combinaison à la fois, j'imagine, de beaucoup de travail, mais aussi de chance, puisque donc la première saison de Tiny Toons était bouclée et qu'on a une réunion avec notre boss Jim McCurdy, et qui nous a dit voilà, on fait une réunion de travail pour préparer une nouvelle production animée et on veut faire un show de Batman. And so, once she said that word, Batman, I was like, oh, I want to do that. So I went back to my office and designed a bunch of Batman drawings, just like in like an hour or two, and it was pretty much the animated Batman look. And so the next time she gathered the group together for a meeting, I showed up with my drawings and showed it to her, and she said, "Oh, that looks really great. You should do it like that." And then, you know, it just literally when it came time when the show was sold, she asked me and my co-producer Eric Radomski if we'd like to produce the show, and we said, "Yes, please."
Donc une fois que j'ai entendu le mot Batman, je me suis dit waouh, je veux faire ça, et je suis allé dans mon bureau direct et pendant 1 heure j'ai dessiné plusieurs sketchs de Batman qui sont à peu près ce que le Batman de la série animée est devenu. Et lors de la prochaine réunion, lorsque j'ai montré les dessins, elle m'a dit waouh, c'est super, faisons ce show tel qu'il est. Et c'est avec mon coproducteur de l'époque qu'on a décidé de se lancer et que c'était comme ça que la première saison était vendue. And then it's an example of a theory I have that sometimes you get a job just because you're in the right place at the right time. If you're trying to show your artwork to somebody who wants an illustration of an orange, if you have an orange in your portfolio, even if it's a badly drawn orange, you're going to get the job because they don't know any better. So it's like, I showed these Batman drawings to Jean and she said, oh, that's an animated Batman drawing, you have the job. C'est la manifestation d'une théorie que j'ai qui est que parfois tu as juste besoin d'être au bon endroit au bon moment. Par exemple, si quelqu'un veut absolument une image d'une orange et qu'il se trouve que tu as justement un dessin d'orange dans ton portfolio, même si c'est une image qui est pas terrible, en fait, tu vas avoir le job parce qu'il ne trouvera pas mieux à ce moment-là. Et donc quand j'ai montré à Jean ces dessins de Batman, elle a fait « Oh, c'est des dessins de Batman d'une série animée, je vais les prendre parce que c'est ce que je recherche. » I mean, I've seen that happen like many times in the business. So. J'ai vu ça arriver énormément de fois dans le business. Et donc du coup, je pense qu'on peut tous être d'accord pour dire que ta chance est devenue la nôtre. Comme j'expliquais au public, c'est comme avoir un petit peu un agent infiltré, un insider, tu es vraiment l'un des nôtres. Et je pense qu'on peut le voir à travers toute la série, parce que jamais une série n'a été aussi fidèle aux comics, on peut le voir dans de nombreux épisodes. I was telling the audience before you came on that you're kind of an insider agent for us. You're one of our own, someone who's a true fan of the comic book. So your luck became our luck in the way that you were able to stay true to the original material. So many episodes were adapted from the comics and ideas and stuff. Was it hard? Did you have to fight for it? We had to fight to keep the character true to the comic mythology, only because it was a show for children. But fortunately, because of the Tim Burton movie, which the whole reason the Tim Burton movie was a hit was because it was dark, right? And it was serious, and it wasn't Adam West. So that worked in our favor. La seule façon dans laquelle on a dû se battre pour rester fidèle aux comics, c'était parce que la série animée était pour les enfants. Donc ça posait certains problèmes, mais en même temps, le film de Batman de Tim Burton, s'il a réussi à fonctionner, c'est parce qu'il était dark, et ça nous a beaucoup servi. So the people at Fox Kids, when they bought the show, they said, yeah, we want it to be like the movie, because the movie was a big hit. So that we told them, well, that means it's going to be dark, it's probably going to be a bit violent. And they went, okay. And we said, there's probably going to be guns, and they went, okay. But so we had to, there was a discussion. Let's just put it that way. There was a back and forth between us and Fox Kids, but they were very, very good to us in terms of allowing us to do the show we wanted to make. Donc quand on est allé voir Fox Kids avec l'idée de la série animée, ils voulaient que ça ressemble au Batman de Tim Burton puisque c'était le gros succès du moment. Donc il leur a dit oui d'accord on va faire ça mais par contre ça va être dark. Alors ils ont fait ok, puis ils vont faire il va y avoir de la violence. Ils ont dit ok, puis après il y aura des flingues, ils ont fait ok, on va faire quand même. Et de façon très simple en fait, il y a eu une discussion réellement avec Fox Kids et des allers-retours pour savoir ce qu'il fallait faire, mais au final ça s'est plutôt bien passé. Donc oui, en effet, c'est un dessin animé assez sombre qui tire un peu ses sources du premier dessin animé de Superman des frères Fletcher. En revanche, la série suivante, après Batman, l'adaptation de Superman, curieusement, est assez inspirée des designs de Jack Kirby, et au niveau de sa mythologie aussi, puisque tous les antagonistes sont ceux de l'univers de Jack Kirby, ce qui est assez marrant, puisque Kirby est quand même l'icône de Marvel, et c'est amusant de voir que Bruce a décidé de l'adapter à Superman. I was saying, yes, Batman is a dark cartoon, and you said many times that it takes his influence in the Fletcher Superman movies, but cartoons. But then you did Superman. You were asked to do Superman, and in a strange way, you kind of picked up Jack Kirby as an influence, and I think it's funny to imagine that the Superman cartoon would be like influenced by the main icon from Marvel in a way. Was it a conscious choice? Well, it's interesting because
as a child, in my formative years as being a comic book fan, I was much more of a Marvel Comics fan than a DC Comics fan, so I know I shouldn't be saying that. Je me rappelle que quand j'étais petit et au cours de mes lectures, en fait, j'étais plus un lecteur de Marvel qu'un lecteur de DC Comics, et je sais que je devrais pas forcément dire ça. But when we did the Superman show, one of the interesting things about Superman is even though he's a great character and he's got a long history of powerful stories throughout different generations, but his rogues gallery, the villains, they're not great. So we tried to put a Kirby spin on some of the characters to kind of make them a little bit more interesting. And even like the technology, like the guns and the weaponry, it's like I always loved the way Jack Kirby drew machinery and guns in particular. So it just seemed like a natural fit for the show. Et ce qui est intéressant avec Superman, c'est que malgré le fait que ce soit un très bon personnage et qu'il ait tout un historique, ses vilains ne sont pas forcément les meilleurs, et du coup on a décidé d'y apporter une petite touche de Jack Kirby pour essayer de les rendre plus intéressants, de les rendre un peu plus colorés, et de jouer aussi également là-dessus sur notamment tout ce qui est armement et outils technologiques, puisque j'adore comment Jack Kirby dessinait les armes et la technologie, les équipements. And then in the 1980s, when John Byrne did his big reboot of the Superman mythos, Man of Steel, he mentioned that he kind of marvelized, the Superman, mythos, and I thought that was an interesting approach. So, again, this is a secret. Nobody talk about this, but when we were doing Justice League, for instance, we did the same thing. We took, we said, we need a cosmic powered character who's kind of like the Silver Surfer, and there is nobody in the DC universe like that. So we said, well, we can take Amazo and we can turn Amazo into the Silver Surfer. So, I mean, not exactly, but he was an inspiration. So. Et de la même façon, en fait, dans les années 80, quand John Byrne a fait le reboot de Man of Steel, moi je trouvais qu'il avait un peu marvelisé Superman. Et même si je ne devrais pas non plus le dire, c'est un secret, c'est un peu une approche qu'on a pu avoir sur les séries animées, notamment avec l'exemple de la série Justice League, parce qu'on disait ce serait cool d'avoir un personnage comme le Silver Surfer. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de personnage comme ça dans l'univers DC. Bon, on va prendre Amazo, et on va le tourner en forme de Silver Surfer à la DC, c'est ce qu'on a fait. L'idée géniale aussi, c'est d'avoir poussé Darkseid comme un antagoniste principal, le quatrième monde globalement de Jack Kirby, un méchant massif et effrayant, qui par beaucoup d'aspects nous rappelle Thanos de la série Marvel dans son traitement. One of the best ideas from the Superman show, if I may say so, was to push Darkseid as his main villain and to approach him as the massive threat to the world in the same way that Marvel is kind of doing now with Thanos. It's very reminiscent of what they are doing. Would you agree? I think so. I mean, I'm not sure that they were inspired by what we did, and they had. I mean, Thanos is obviously inspired by Darkseid himself, even in the comics. When Jim Starlin has admitted that. So they're very similar kind of icons. So I mean, the two companies kind of steal ideas from each other all the time. So. Je suis pas sûr que Marvel Studios ait forcément copié le Darkseid de la série animée Justice League avec leur film, puisque de toute façon, même s'il y a eu une copie, en fait, que Thanos soit une copie de Darkseid dans les comics, James Starlin l'a avoué en interview. Et de toute façon, DC Marvel, c'est quand même des industries qui passent leur temps à se piquer les idées les uns les autres. Maintenant, j'aimerais bien parler un petit peu de Batman Beyond, qui est un projet un peu particulier, parce que c'est un héros qui n'existait pas nécessairement avant. Ce n'est pas une adaptation. Quelle est l'origine de ce projet? I'd like to talk about Batman Beyond, who's a little different from the last two shows that you did, because it was not an adaptation, it was a creation. How can it came to happen? So we were doing the Superman show, and then we had redesigned the Batman show to run concurrently with Superman. And we were really excited about that new look for the show. We had some really good scripts coming in, and so my crew was all very excited and pumped up about it. And then we got a call to go meet with the head of, actually he was the head of the CW network at the time. It was the Warner Brothers network, and maybe take it from there.
Donc on était en train de travailler sur la série animée Superman et on venait de faire des redesigns pour la série animée Batman, justement pour qu'elle puisse être diffusée de façon concomitante à Superman. On était tous très excités avec ce nouveau look, ce nouveau design. Et puis on a eu un coup de fil des têtes pensantes de ce qui était avant le CW Network, là où on a pris ses décisions. So we met with him and he said that he was very complimentary to the show that we were doing. He said he really liked it a lot. But he wished that more kids watched it. He said our demographics, the ratings were okay, but our demographics, it's great that 15-year-olds and adults watched it, but they really needed to hit that 6 to 12-year-old demographic. Et donc il est venu nous voir, il nous a fait énormément de compliments sur les séries animées qu'on produisait, à ceci près qu'il aurait bien aimé qu'il y ait plus d'enfants qui les regardent, puisque si les statistiques d'audience en termes de nombre étaient bonnes, les stats démographiques lui convenaient pas forcément, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de gens de 15 ans et plus qui regardaient, et lui ce qui l'intéressait, c'était bien d'avoir les 6-12 ans également plus présents. And so then he said, well, maybe it would be good if we, rethought Batman a little bit, and just off the top of his head, he said, how about Teenage Batman? Donc ce serait pas mal qu'on puisse repenser un petit peu Batman, et là il a sorti l'idée, qu'est-ce que vous pensez d'un Batman adolescent? And we kind of went, et on a fait, what? And we were all kind of stunned, and this long moment of silence just stretched out, and I just started just making stuff up off the top of my head. I said, well, maybe if it was in the future and Bruce Wayne is too old to be Batman anymore and he has to bring in a new younger guy to be his apprentice, and Jamie said, great, let's make that show. Et on était tous très choqués d'abord, puis il y a eu un long moment de silence qui s'installait, et puis j'étais en train de cogiter dans ma tête et me dire ok, on peut faire un Batman adolescent, mais parce que Bruce Wayne il est plus vieux et qu'il peut plus être Batman, et donc il va prendre sous son aile un Batman adolescent, et donc Jamie a dit oui, on va faire ça. And so then it was just kind of he said, okay, so I guess we'll go develop the show. And he said, oh no, you got a green light. I want to see the show in September. And we were just like... Et donc on s'est dit on va prendre un temps, on va commencer à développer le show. Il fait non, vous avez fait vert et tout, on veut la série à partir du mois de septembre, allez-y, faites-la. Donc une série marquante pour plein de domaines, mais, et notamment parce que tu as déclaré que c'est un des arcs de Batman Beyond qui a inspiré la création de Justice League, parce que jusqu'à présent tu t'étais toujours dit que c'était trop de travail pour de développer un dessin animé avec autant de personnages, et pourtant la Justice League apparaît dans le futur dans Batman Beyond, et c'est ça qui t'a donné l'impression que tu pouvais le développer dans une nouvelle série. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est romancé? You said Batman Beyond was wonderful to many aspects, but one of them is that you did the Justice League in the future, and you said that it was the moment when you realized that you could do a show with the Justice League. Before that, you thought it would be impossible to deal with so many characters. Is that true? Yeah, that's basically true. I mean, obviously it would be possible to do a cartoon with multiple characters, but we thought that it would be difficult to do it and still keep the quality up. So that episode of the two-part episode of Batman Beyond was kind of like our experiment with that. And sure enough, it's very difficult to stage an action sequence with multiple characters fighting different battles. So it was a learning curve. But it was a proof of concept that once we did that episode, we thought, okay, yeah, maybe we could do that. Donc c'est un petit peu vrai, c'est vrai qu'on se disait que c'était possible de faire des épisodes, enfin une série avec beaucoup de personnages, mais la principale difficulté c'était de maintenir le niveau qualitatif en multipliant ces personnages, et ça a été un peu une sorte d'expérience de faire cet épisode en deux parties avec la Justice League du futur, parce que effectivement c'est plus difficile, notamment en termes de maîtrise sur les scènes d'action, de gérer autant de personnages en même temps. Et le fait de réussir cet épisode, c'était un peu la preuve de concept, c'est-à-dire qu'après, on pouvait faire une série Justice League. Et cette série Justice League, justement, si je peux me permettre, est vraiment le climax de toutes ces séries qui se sont accumulées au fur et à mesure des années. Et on constate assez rapidement que finalement, tout s'inscrit dans une même continuité, puisque Justice League et Justice League Unlimited concluent des histoires de Batman Beyond et reprennent un peu toutes les thématiques. I would think, and that series of Justice League is a climax in so many ways, because that's when we realized that all these shows, in a way, were in continuity. And in Justice League and Justice League Unlimited,
we have the nice surprise to realize that you're concluding stories that you began even in Batman Beyond, which was amazing. What was the thought process with that episode? Yeah, especially that episode, but also the whole continuity thing. Well, we when we started doing Batman, we had no idea that we were going to make an entire, giant connected saga. It was just literally that show. And then we got the Superman show, and we thought, well, does it take place in the same universe as Batman? Initially it wasn't, but then when we got the order to do more Batman episodes, and it only made sense to tie it into the Superman universe as well. Au début, quand on a commencé à faire la série Batman animée, on s'imaginait pas du tout qu'on allait faire un grand univers connecté, c'était vraiment juste de faire cette série sur Batman. Puis après, on a commencé à faire la série animée Superman, et on s'est posé la question de savoir si ça se passait dans le même univers. Puis au final, puisqu'on nous a redemandé de faire d'autres épisodes de Batman, on s'est dit que ce serait tout à fait naturel d'inscrire ces deux séries dans un univers connecté. And so then when we did the Justice League episode, the first season of Justice League, again, it kind of made sense to continue with those same characters, with the same voice actors as much as possible. The only thing that we did was we tried to not presume automatically that anybody watching the show had watched all of the previous series as well, because those shows have been on the air for already 10 years, and it was like theoretically a new audience. So we would always try to tell the stories in such a way that you didn't have to know things that happened in the previous series. Et quand on a fait la série Justice League, c'était aussi la question qui s'est posée. Et par contre, la façon dont on a toujours travaillé, c'était de ne pas présupposer que ceux qui regardaient la série animée Justice League avaient vu les autres séries forcément. Et ça, c'est toujours quelque chose à laquelle on a pensé, qu'on a construit nos épisodes, de façon à ce que tu puisses regarder un épisode sans te dire qu'il a fallu regarder tous les épisodes de Batman ou Superman, parce que c'était des séries qui existaient déjà depuis 10 ans et que tu n'as pas forcément le temps de tout rattraper. But then after a while, once we started bringing in characters like Lex Luthor versus the Justice League, and other characters like the Joker or whatnot, especially when we got to season 2 of Justice League, when we brought Darkseid back, because he's a great threat for, he's a really powerful threat for the Justice League. At that point, we started connecting things more and more to the old shows, and then we kind of built forward, kind of bringing it all together in like a giant tapestry. Et puis à partir du moment où on a ramené des ennemis comme Lex Luthor ou le Joker, ou à partir de la saison 2, quand on a fait revenir Darkseid, parce que c'est vraiment une menace très puissante, on a décidé de connecter les choses de plus en plus et surtout de construire à rebours en fait cet univers partagé, de développer les intrigues pour que ça fasse vraiment un grand ensemble. Évidemment, on va parler maintenant de bande dessinée et surtout de Harley Quinn, parce que sinon je pense que si on ne parle pas d'Harley Quinn, je vais me faire assassiner. Tu es le co-créateur d'Harley Quinn et ton entrée en fanfare à la bande dessinée a été ce graphic novel Mad Love qui a remporté beaucoup de prix et surtout qui est sans arrêt réédité. Est-ce que ça a été le plaisir qu'on peut imaginer, puisque tu as essayé de faire des comics pendant des années, de pouvoir faire ce comics et de recevoir un tel succès? Of course, I'm going to be killed if I don't mention Harley Quinn and its creation, because you co-created it, obviously. And it's a good segue to talk about your career in comics, because you did that graphic novel, Mad Love, for it, and it received an incredible success. I suspect it must have been quite intense for you to make your entry into comics in such a big way, thinking that you tried so many years before. Yeah, it was pretty cool. Yeah, I mean, it was. Yeah, it was very intense. We did that comic basically just as kind of just as we thought it would be a fun thing to do, and then when it got published, I got like really nice letters and calls from people like Frank Miller and Mike Mignola. I got this nice little note from Mike Mignola saying, "Wow, that's like the best Batman comic ever." And so that was neat. On a fait cette BD un peu comme ça pour le fun, et une fois qu'elle a été publiée, c'est vrai que je me suis mis à recevoir beaucoup d'appels et de lettres, de mots très très gentils de la part de personnes pas trop connues comme Frank Miller ou Mike Mignola. Mike Mignola qui dit oui, ça c'est vraiment la meilleure bande dessinée Batman que j'ai lue, donc ça c'était plutôt chouette. And then we got nominated for a bunch of awards, and so that was a really fun time, I have to say, in my career. Going to the WonderCon
And it was interesting because it was like around that same time, it was like people like Mike Allred was just starting to break out, and Mike Mignola was just starting to break out, and Alex Ross was starting to break out. So we all got to know each other like around that time. So it was kind of fun. Et puis c'est vrai qu'après ça a été une BD qui a été nommée à beaucoup de prix, donc c'était plutôt une période sympathique. J'allais au Comic Con pour recevoir des prix, puis c'était la période où Mike Allred était en train de percer, Mike Mignola aussi était en train de percer, Alex Ross également, donc c'était une époque où on était en train de se rencontrer tous et de se connaître, et oui, c'était plutôt sympa. I think it's interesting in retrospect because the 90s in comics kind of has a bad reputation because of certain artists and things that we won't talk about, but there was a lot of really good comics in the 90s as well. C'est bien parce que ça se passait dans les années 90, c'est vrai que c'est une période où les comics n'ont pas laissé forcément un bon souvenir à cause de certains artistes qu'on ne nommera pas ici, mais il y avait quand même des bons comics qui étaient produits. Okay, so we're gonna ask some questions in the public if you're ready, right? Yeah. Alors, est-ce que vous avez des questions? On va passer. Ah, bah écoute, encore mieux. Hello, good morning. Voilà, c'est tout. Parle en français, mais oui, tout le monde peut se comprendre, et puis Arnaud va lui traduire la question. Bon, d'abord, merci d'être là pour parler de Batman et de vos œuvres. J'avais deux petites questions. La première, ça concerne le personnage de Catwoman, qui a connu une évolution, bon, comme beaucoup de personnages graphiques, qui est passé de gris à noir. Et il me semble que j'avais lu quelque part qu'au départ, vous l'aviez surtout gris, pour qu'on voit mieux les formes, plus que noir, enfin, que le costume soit noir. Et la deuxième question, c'est concernant l'ensemble de vos œuvres graphiques en animation, celle que vous avez préféré faire ou mettre en œuvre, en chantier. Two questions. Okay, so the Catwoman costume. I came up with a design which I thought was just like kind of a unique design for the Catwoman costume, and it was all gray from head to toe. It was inspired by David Mazzucchelli's Catwoman from Batman Year One. Donc le premier design de Catwoman que j'ai fait, qui était effectivement un costume tout de gris, était inspiré par celle de Batman Year One de David Mazzucchelli. And the Batman Returns movie was coming out while we were in production. It was in production as well, and so the people on the Warner Brothers corporate wanted them to tie in. They wanted us to follow the look of the Michelle Pfeiffer version of Catwoman, and so I put black gloves and black boots on her, and they said, okay, that's good enough. Et en même temps qu'on était dans la production, il y avait le deuxième film de Tim Burton, Batman Returns, qui sortait, et Warner Bros voulait du coup coller un peu les deux avec du noir, et du coup Bruce a rajouté des gants et des bonnes mains, et a fait ok, that's good enough, c'est bon. And then of all the shows that I've done, I love all of them. There's literally not a show that I've made that I'm embarrassed by, which that's something. But my personal favorite of all the shows is Justice League Unlimited. Donc il n'y a aucune des séries que j'ai fait dont je ne sois pas fier, ce qui est déjà quelque chose, et donc vous aurez compris que sa série préférée c'est Justice League Unlimited. Une autre question? Vas-y, pose ta question. Hein. Bonjour, j'aurais voulu savoir si on allait bientôt revoir Batman Beyond, donc avec Terry McGinnis. Est-ce que ça serait possible de le revoir dans des prochains films animés de chez DC ou de nouveaux comics ou quelque chose, un petit renouveau autour de ce personnage? Alors, il y a une série comics mensuelle, le personnage Batman Beyond qui est édité aux États-Unis. Par contre, elle n'est peut-être pas traduite en français. Et il y a un reboot qui va bientôt sortir sur Batman Beyond qui est en préparation chez Warner. Justement, il va te répondre à ça. So, is there any possibility that Batman Beyond could return in any way, like in an animated movie or in comic books? So we just answered that there are still comic books, Batman Beyond, but about the animated movie, because someone heard that there was a rumor about a movie. The rumor that you've heard is false. That's a hoax. Donc, la rumeur d'un film Batman Beyond, c'est un hoax, c'est complètement faux. But since that happened, people are now talking about it. Mais puisqu'elle a émergé, il y a maintenant des gens qui sont en train d'en parler. So, I mean, I don't want to say it's like, oh, because of that now it's going to happen, but there's been talk about it, so it could happen.
Mais je ne veux pas dire du coup que ça va arriver maintenant, mais il y a des personnes qui en ont parlé, donc ça reste une possibilité. Déjà bonjour, merci pour avoir percé notre enfance déjà, donc ça c'est la première chose. La question c'est la suivante, c'est pourquoi ne pas avoir travaillé sur des films, parce qu'on sait que DC ils sont en difficulté totale sur les films, et vous êtes juste le pro là-dedans, et ce serait pas mal d'avoir un peu d'aide je pense. So why didn't you work on live action movies? Because he knows that DC is struggling with these live action movies, and you're kind of the best for the DC project. Well, you're too kind. T'es trop gentil. You know, I think they've course corrected now. I think they're, you know, between Wonder Woman and Aquaman and now Shazam, I think they're a little bit more on the right track these days. So, you know, they don't really need my help, but thank you. That's very nice. Je pense qu'ils ont corrigé leur course à présent avec Wonder Woman, Aquaman et maintenant Shazam. Je pense qu'ils sont plutôt sur la bonne voie, donc ils n'auraient pas forcément besoin de mon aide, mais merci. I mean, I think they eventually realized, oh yeah, not every character needs to be dark all the time. Ils ont réalisé que tous les personnages n'ont pas besoin d'être super sombres tout le temps. Autre question? Ça vous dérange pas si je la fais en français et en anglais? Vas-y, moi ça me fait mon travail. Juste rapidement, je voulais poser la question par rapport au gros coup qu'il a fait avec Batman, la série animée. C'était dans les années 90, maintenant on arrive 2019-2020, on arrive à l'époque où les enfants qui à l'époque ont regardé cette série sont maintenant adultes, et je voulais savoir si au niveau personnel, qu'est-ce que ça lui faisait de savoir que ces enfants qui ont grandi en fait avec Batman, qu'est-ce que ça lui faisait de savoir que maintenant ils sont adultes. So hi, I just wanted to ask you that how do you personally feel about the fact that the kids that watch, for example, Batman the animated series are now adults, because we are in 2019, and I just wanted to know, is it like a weird feeling for you to know that those kids that you created this animated series are now adults and just grown up as me? Makes me feel old. But it's cool. It is a little weird, you know, because the people who come up to me at conventions and tell me, you know, that they loved the show when they were kids, they're getting older and older, and it's like, oh, okay, that means, yeah, it means I'm getting older and older. It's like when you were 7 and now you're 30. I'm like, so, but it's all good. It's an honor. I mean, I'm very flattered that that people have such a, you know, fond memory of it, and that it you know, it was, a lot of people say that it was like the thing that got them into comics, so that's, you know, that's great. C'est un petit peu bizarre parce que au fur et à mesure du temps, quand je vais en convention et que les gens disent ah c'est la série qui a bercé mon enfance, en fait ces personnes deviennent de plus en plus vieilles, et du coup je me sens aussi de plus en plus vieux parce que voilà, à un moment j'avais 7 ans, maintenant il en a 30, donc c'est à dire que moi aussi j'ai vieilli. Malgré tout, ça reste un honneur, c'est vraiment très flatteur de savoir qu'il y a tellement de gens qui ont été touchés par ça, et beaucoup me disent aussi c'est grâce à la série animée que je me suis mis au comics, c'est vraiment un très bon sentiment. D'autres questions? Oui, je vais On va conclure. On va avoir une dernière question peut-être? Bonjour. On parle souvent de Harley Quinn, mais on connaît beaucoup aussi une collaboration avec Paul Dini. On sait souvent négliger le personnage de Roxy Rocket ou du Fantôme Masqué, qui sont quand même des personnages forts, mais qu'on n'entend plus parler par la suite. Et d'où est venue l'inspiration de ces deux personnages féminins? Et est-ce que le Fantôme Masqué a été inspiré de Minuit, du personnage de Minuit à Gotham? Pardon, c'est quoi l'inspiration du fantôme? Ouais, le Minuit à Gotham. Minuit à Gotham. Mais il n'a pas été édité chez Urban en fait encore. C'est un comics? Ouais, ouais. D'accord. Is it inspired by Midnight at Gotham, which is a comic book? I don't think so. They're, you know, it's weird because
the Phantasm character was, it was described to me by Alan Burnett, who came up with the story for that movie. And he described the character as having like a skull face and a scythe or a hook on the hand. And so I came up with the design based on that. And then I find out later on that there was a character in the comics, who looked kind of like that. He was a character in a Mike Barr comic. I can't remember. Alan Davis. And Alan Davis, of course. Yes, of course. And I read that comic, but it didn't, come back. So it was almost like an accidental inspiration, I guess, because of that. And then, go ahead. C'est un peu curieux parce que quand j'ai créé Fantasme, en fait, c'était Alan Burnett qui était scénariste sur la série qui m'avait décrit le personnage, qui m'avait dit voilà, donc elle a une tête de mort, enfin un masque de tête de mort avec une faux, et donc c'était comme ça que je l'avais dessiné après avec ces indications. Et je me suis rendu compte effectivement par la suite qu'il y avait un personnage qui était très similaire dans un comic book d'Alan Davis et Mike Barr. Et c'était une sorte d'accident parce que je l'avais lu ce comic book, mais j'y avais pas du tout pensé, donc ouais, c'était vraiment une coïncidence. So, I mean, it may have been inspired by that, but like subliminally. C'est peut-être une inspiration subliminale. And then Roxy Rocket was a character that Paul Dini and I came up with just because we liked having, we kind of had a big success with Harley Quinn, and we liked the idea of having, more female villains that are interesting and new and different. So we kind of wanted to hoping that lightning would strike twice and we'd have another popular, female villain. Et quand on a créé Roxy Rocket avec Paul Dini, c'est parce qu'on avait pris conscience du succès de Harley Quinn. On voulait mettre plus de personnages féminins à succès dans la série. On a vraiment espéré que l'éclair tomberait deux fois au même endroit et qu'on aurait un succès identique. But in all the conventions I've been to, I think I've seen one Harley Quinn one Roxy Rocket cosplayer. So. J'ai passé, j'espère. Mais de toutes les conventions avec les chevaliers, j'ai vu qu'une seule cosplayeuse de Roxy Rocket, donc il sera peut-être temps d'en faire un autre. But there's toys. Mais il y a des jouets, quand même. Je crois qu'il y avait des questions par là. Oui, levez la main. Qui a levé la main en premier? Alors il y a un Batman là. Qui a levé la main en premier? Levez la main pour que je le sache. Alors, bonsoir et merci beaucoup, merci de venir nous voir. Je voulais vous poser une question concernant les acteurs de doublage. Comment est-ce que vous et l'équipe d'Andrea Romano, qui est directrice de casting, comment vous les avez trouvés, les acteurs qui font des super voix comme Kevin Conroy, Mark Hamill? How did you choose with the casting director for the voice acting? Because you've got such talented actors like Kevin Conroy or Mark Hamill. Well, for a lot of the main characters, we actually had auditions. We did auditions for Batman, Commissioner Gordon, Joker. I can't remember who all else. Robin, Two-Face, and Catwoman. Donc pour beaucoup de personnages, en fait, on a simplement fait des auditions. Donc il y a eu des auditions de fait pour Batman, pour le commissaire Gordon, pour le Joker, pour Two-Face et pour Robin. And the two characters who were absolutely the hardest to cast were Batman and the Joker. We saw dozens of actors for each part, and we didn't like anybody until Kevin Conroy came in, and everybody went, "Oh, hallelujah! He's our Batman." Et ça a été deux rôles qui ont été très très difficiles à caster, à la fois pour Batman et pour le Joker. On a reçu des douzaines de comédiens de doublage et il n'y en avait aucun qui nous plaisait jusqu'à ce que Kevin Conroy arrive et là on a eu une révélation, alléluia. And then initially we had Tim Curry playing the Joker, who we loved, but after we had recorded several episodes with him, one of my co-producers came to me and said, "Yeah, I don't think he's working as the Joker. He's not quite nailing what we want." And specifically, I know exactly what he was talking about, is Tim's laugh was not very organic. It didn't really sound like the Joker to any of us, so we reluctantly recast him, but we were very fortunate in getting Mark Hamill to play the Joker. Et à la base, c'était Tim Curry qui devait doubler le Joker, mais au bout de l'enregistrement de plusieurs épisodes, il y a un producteur qui est venu voir qui a fait, tu sais, je pense que c'est pas forcément le Joker qu'on veut et il manque quelque chose à ce Joker, et en fait c'est très bien de quoi vous voulez parler, c'était que son rire en fait n'était pas assez organique, pas assez naturel, et du coup ils ont dû recaster le rôle pour le personnage, et heureusement Mark Hamill est arrivé.
And then a lot of the rest of the characters were just, I would sit with Andrea Romano, who was our casting director, and we would just throw ideas back and forth, and we would create like a wish list for each of the characters, and we would go after certain actors, and sometimes they would turn us down, and sometimes they would say yes, and so when we'd get we'd get actors like Roddy McDowell or Michael Ansara, it was always like yay. Et donc pour le reste des rôles, c'était en fait des discussions avec la directrice de casting, donc Andrea Romano, et vraiment ils faisaient en fait des shortlists ou des wishlists d'acteurs, et donc parfois c'était des gens qui étaient dispo, qui acceptaient les rôles, et parfois d'autres qui leur disaient non. D'autres questions? On va conclure? On va conclure. Bon, donc je voudrais juste prendre un petit moment, une seconde. Il y a quelqu'un au fond, mais je pense qu'on n'a plus le temps en fait. Hein. Je crois que c'est ça le souci. Juste pour une question? Non. Non, juste la conclusion. Désolé, vraiment. Je suis désolé. Juste une question. Si tous les trois vous deviez partir sur une île déserte avec un seul comics, lequel ce serait? Tous les trois? Tous les trois sur la même île ou? Ah non, trois îles différentes. If you had to go to a desert island, what comics would you bring with you? How much time do we have? I'll tell you one of my all-time favorite comics. Yeah. Conan the Barbarian, number 37. That's precise. It's a regular-sized comic. John Buscema inking himself. Oh, right. The first one that he did, that he inked himself. It's like, I have like 5 copies of that comic. Donc un des comics favoris vraiment c'est Conan le Barbare numéro 37, c'est John Buscema qui dessine et qui s'ancre lui-même, et c'est vraiment un numéro qu'il adore, et j'en ai 5 copies chez moi. Je sais pas trop en quoi ça intéresserait de ça. Tu es le rédacteur en chef de Comic Blog, monsieur? Non, moi c'est une qui est sorti en France assez récemment, qui a été réédité en France récemment, qui avait une première production qui s'appelle I Kill Giants de Joe Kelly et de Ken Nimura, qui du coup c'est pas du tout du super-héros, c'est une histoire indé très poignante sur une petite fille qui utilise son imaginaire pour s'évader de son quotidien. Et c'est hyper bien. Et moi je pense que c'est le Daredevil Born Again de Frank Miller et David Motoki. Ça c'est très mainstream quand même. C'est très mainstream, je suis très mainstream, je suis corporate, monsieur. On va prendre juste une petite seconde pour réaliser à quel point c'est juste taré d'avoir Bruce Timm à Toulouse. On n'a pas ménagé nos efforts pour l'avoir, il nous a fait vraiment la grosse amitié de venir ici, donc je vous demande de faire une ovation à Merci à vous, merci à vous.